Rome, 9e siècle de notre ère. Alors que la papauté possède la capacité de nommer celui qui dirigera l'Empire d'Occident, l'aristocratie romaine est divisée par les mendigances, les luttes de pouvoir et d'influence. Parmi eux, on trouve deux camps distincts, les partisans de la dynastie des Spolettes et ceux soutenant la dynastie carolingienne. Alors que le pape Étienne V avait sacré Guy de Spolète en 891, le nouveau pape Formose penche davantage vers les prétentions d'Arnulf de Carinthie, descendant de Charlemagne. À la mort de Guy et de son fils Lambert, Formose opère un changement d'alliance en redonnant la couronne aux Carolingiens en 896. S'ensuivent des rixes et des troubles qui amènent ceux qu'on appelle les Spolétains à prendre la route d'exil. Mais celui-ci ne sera pas long. À la mort de Formose quelques mois plus tard, ils reviennent en force dans la ville pour commettre un acte des plus macabres. Les Spolétains obligent le nouveau pape Étienne VI à exhumer le corps de sa crypte. Ils font asseoir le cadavre sur le trône papal et le couvrent des habits et ornements de son ancienne fonction. S'ensuit alors ce qui sera appelé le concile cadavérique. On assigne au défunt un avocat et l'on ouvre son procès durant lequel on l'accuse de tous les maux. Violation des lois canoniques, parjure ou encore usurpation du Saint-Siège. La sentence ne se fait pas attendre. Formose est évidemment déclaré coupable. Son élection en tant que pape est annulée. On lui coupe 3 doigts de la main droite et l'on finit par jeter le cadavre de l'accusé dans les eaux du Tibre. Si cette pratique, déjà jugée terrible et absurde à l'époque, peut paraître saugrenue aujourd'hui, il n'empêche que l'on a vu arriver subitement de nos jours cette envie de juger les morts. À défaut de leurs dépouilles, ce sont leurs représentations qu'on profane. Joséphine de Beauharnais, décapitée et déboulonnée en Martinique, Winston Churchill, vandalisé et qualifié de raciste en Angleterre, de même pour Colbert, siégeant devant l'Assemblée nationale, ou Léopold II, en Belgique. Napoléon n'échappa aux Vandales, avec l'aspersion à la peinture rouge de sa statue à la Roche-Turillon, ou être tout simplement remplacé par une figure féministe comme il en est encore débat dans la ville de Rouen. La liste des statues et des monuments vandalisés n'en finit pas de grandir, et avec elle, les accusations et les procès les plus anachroniques qui soient. Le bicentenaire de la mort de Napoléon s'approchant, l'on voit doucement des personnalités s'immiscer dans le débat public pour remettre en question cette personnalité face à laquelle ils étaient encore timides il y a peu. La fameuse question « Faut-il commémorer Napoléon ?» arrive donc dans les médias, et si Emmanuel Macron a fini par trancher et a accepté de commémorer le bicentenaire, cela n'a pas empêché les accusateurs de sortir du bois pour organiser leur nouveau concile cadavérique. Soyons clairs, il est impossible de faire un bilan complet et détaillé de tout ce que Napoléon a accompli de bien ou de répréhensible durant sa vie et son règne. Il s'agit d'un homme qui a gouverné la France pendant plus de 15 ans, qui à 24 ans accomplissait déjà des exploits militaires. Il était hyperactif, dans tous les sens du terme, et se mêlait absolument de tous les domaines imaginables. Militaire, artistique, scientifique, culturel, juridique et j'en passe. Il s'agit d'un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre, au point qu'il y aurait 2 à 4 fois plus de livres qui ont été écrits à son sujet que de jours qui sont écoulés depuis sa mort. Et enfin, on n'a jamais aucune certitude historique quand on s'intéresse un peu plus aux détails de sa vie, au point qu'encore aujourd'hui, on n'est pas certain des derniers mots qu'il aurait prononcés à sa mort, alors qu'il y avait une vingtaine de personnes à ce moment-là dans la pièce. Tout ça pour dire qu'on ne va pas faire un compte-rendu complet de qui était Napoléon Bonaparte, mais que l'on va simplement s'attarder sur ce que certains lui reprochent, à savoir principalement l'esclavage, le sexisme, le bellicisme et l'autoritarisme. Ça fait déjà un programme chargé, mais on va essayer de comprendre tout cela et d'éclairer ces sujets sans jugement de valeur anachronique péremptoire. C'est la fameuse maxime de Spinoza, ni rire, ni pleurer, ni haïr, mais comprendre. On va commencer directement par l'accusation qui est probablement la plus grave, celle du rétablissement de l'esclavage par Napoléon dans les colonies. Alors il y a certaines personnes qui essayent de minimiser en disant qu'il ne l'a pas véritablement rétabli, mais seulement maintenu dans certaines colonies. Il y en a d'autres qui, eux, font dans l'exagération la plus totale, en faisant de Napoléon un monstre raciste, voire génocidaire. C'est le cas récemment d'une tribune qui est apparue dans le New York Times, dans laquelle on retrouve des accusations sans aucune mesure. Rien que dans cet article, on a quasiment toutes les accusations possibles et imaginables contre Napoléon. On retrouve le classique « Napoléon a détruit la République pour se sacrer empereur. Les Français continuent de le considérer comme un héros, même si ce n'en est pas un très aimable. »
il est le plus grand tyran de France et une icône de la suprématie blanche. Bon, déjà là, on peut arrêter, mais il y a encore mieux, ou pire plutôt. En tant que femme noire d'origine haïtienne et spécialiste du colonialisme français, je trouve particulièrement exaspérant de voir que la France prévoit de célébrer l'homme qui a rétabli l'esclavage dans les Caraïbes françaises, un architecte du génocide moderne dont les troupes ont créé des chambres à gaz pour tuer mes ancêtres. Bon voilà, on peut s'arrêter ici parce que ça n'a déjà plus aucun sens. On ne va pas se concentrer sur le pathos, sur cette manie de l'argument émotionnel qui est devenue monnaie courante aujourd'hui, car ici il y a vraiment tout et n'importe quoi. Car comme si l'esclavage ne suffisait pas, on y rajoute la suprématie raciale, le génocide et les chambres à gaz. Et qu'importe si on est dans l'anachronisme le plus total, il faudrait vraiment être fou pour défendre Napoléon après cette tribune. Sauf qu'on va revoir un peu la période concernée et essayer de comprendre ensemble d'où viennent ces accusations avant de répondre à l'article. Ainsi, je suis un monstre à la tête d'un peuple de chiens. C'est extraordinaire, l'imagination qu'elle a. C'est un fait qui est mal connu, mais l'esclavage était déjà interdit en métropole depuis plusieurs siècles. Depuis 1315 officiellement, avec l'édit royal décrétant que l'esclavage étant contraire aux droits de nature. Tout esclave touchant le sol de France était immédiatement affranchi. Cependant, cet édit ne concernera pas les colonies que détiendra la France par la suite. Il faudra attendre 1794 pour que le décret du 16 Pluviose de l'an 2 proclame l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et octroie le statut de citoyen à tous les anciens esclaves. Ceci à une époque où le Portugal était le seul pays à en avoir fait de même en 1761. Malheureusement, le décret ayant été adopté dans un élan de ferveur humaniste par la Convention, il ne prévoyait aucun encadrement dans la mesure. Il n'y avait aucun processus pour mettre en place l'abolition, ni de compensation financière ou de délai d'adaptation pour inciter les colons. Ainsi, à La Réunion, à l'île Maurice et aux Seychelles, la loi ne sera pas appliquée par les colons. Et en Martinique, l'esclavage aura toujours cours étant donné que l'île est sous domination anglaise, de même que Tobago et Sainte-Lucie. A contrario, la loi de Pluviose sera strictement appliquée en Guadeloupe, en Guyane et à Saint-Domingue, où commencera à monter un général révolutionnaire, Toussaint Louverture, qui va très vite asseoir sa domination sur ce qui deviendra Haïti. Si dans les deux premières colonies, l'abolition de l'esclavage entraîne de nombreuses tensions et révoltes, à Saint-Domingue, Louverture parviendra à faire maintenir l'ordre par la force, mais également en substituant le travail forcé à l'esclavage en exécutant par pendaison tous les travailleurs récalcitrants. Ce qu'il nommait le caporalisme agraire n'était pas si éloigné du système esclavagiste. En 1799, Bonaparte arrive au pouvoir, et il se retrouve malgré tout à la tête d'un État en faillite, ruiné par les guerres révolutionnaires et par la gestion des anciens gouvernements. Si Napoléon doit continuer la guerre pour obtenir des victoires, qui forceraient les coalisés à négocier la paix, il doit également remplir les caisses de l'État. Pour cela, il compte entre autres réformer l'administration des colonies, en Amérique principalement, qui s'avère être bien moins rentable que les colonies des Anglais. Et ce, alors que Saint-Domingue est censé être une des îles les plus riches de la région. Il faut aussi comprendre qu'à cette époque, les ressources comme le sucre avaient une valeur gigantesque et étaient aussi importantes économiquement et donc stratégiquement que l'est le pétrole aujourd'hui. Le problème est que Saint-Domingue est davantage sous le contrôle de Toussaint Louverture que de la République. Et celui-ci, après avoir été nommé commandant en chef de la partie française de l'île en 99, pour ensuite être désigné capitaine général en 1801 par Bonaparte, celui-ci commence à organiser ses projets d'indépendance, ce que la métropole ne peut évidemment accepter. Bonaparte prévoit donc de remplacer Louverture par le général Leclerc, dans l'administration de l'île. C'est un véritable jeu de dupes qui s'ouvre entre les deux hommes, chacun sachant ce que l'autre prévoit, mais ne voulant pas être le premier à ouvrir les hostilités. En avril 1801, Paris apprend que 4 mois plus tôt, Louverture, faisant fi des interdictions formelles de la métropole, envahit la partie espagnole de l'île en forçant Roume de Saint-Laurent, le représentant de Paris, à lui en donner l'accord, sous la menace d'un massacre généralisé de la population blanche de l'île. Il commence également la rédaction d'une constitution propre à Saint-Domingue. Elle sera adoptée en juillet, et si elle affirme son appartenance à la France, elle établit surtout Toussaint Louverture comme gouverneur à vie de l'île. Pour Bonaparte, la rupture est consommée. L'ouverture menace son ambition coloniale. Pour rétablir l'ordre dans toutes les colonies françaises, Bonaparte envoie 3600 hommes en Guyane, où les troubles ne cessent de s'accroître depuis 1994. Et 20 000 hommes, sous le commandement de Leclerc, navigueront vers Saint-Domingue.
Alors que le jeu de dupes est toujours en cours, Leclerc prévoit de débarquer pacifiquement. Mais les troupes louverturiennes ne sont pas naïves et feront feu sur l'armée métropolitaine à son approche des côtes. La guerre est ouvertement déclarée le 29 janvier 1802 et les combats opposant les 20 000 hommes de Leclerc aux 40 000 de Toussaint Louverture prendront fin le 6 mai, avec la défaite de ce dernier. Louverture fut dans un premier temps autorisé à séjourner dans une de ses plantations à la fin des hostilités. Mais alors qu'il préparait un soulèvement de la population, l'ancien général fut arrêté et envoyé dans une prison de métropole. Il décéda de la tuberculose 1 an plus tard, suite à un environnement carcéral hostile où il était mal logé et nourri. Parallèlement à la révolte de l'ouverture, les négociations de paix entre la France et l'Angleterre s'étaient ouvertes et allaient bientôt déboucher sur le traité d'Amiens. Ce traité, en plus de mettre fin à la guerre, allait restituer à la France ses colonies qui étaient alors sous contrôle britannique. Là vint alors la fâcheuse question de l'esclavage. Pourquoi Bonaparte, qui à plusieurs reprises s'est exprimé en faveur du maintien de la loi de Pluviose, a ainsi changé d'avis quelques années plus tard? Les raisons sont en réalité purement froides et pragmatiques, et il en est toujours ainsi avec Napoléon. Alors qu'en 1798 il avait aboli l'esclavage à son arrivée sur l'île de Malte, libérant ainsi 2 milliers d'esclaves, ça ne l'empêcha pas quelques mois plus tard de racheter des esclaves pour les incorporer à son armée, qui manquait d'effectifs lors de la campagne d'Égypte. Si ces derniers, en entrant dans les troupes françaises, étaient affranchis, ils étaient cependant obligés de combattre pour le général. Bien plus tard, durant les 100 jours, il abolit la traite des Noirs, le 29 mars 1815. Encore une fois, plus par opportunisme politique que par idéalisme. Tout ça pour dire que Napoléon n'est pas un homme de principe, c'est un calculateur et un pragmatique qui prend ses décisions non pas en fonction de ses sentiments personnels, mais uniquement en fonction des intérêts de l'État. La question de l'esclavage n'échappera pas à la règle. La loi abolitionniste de Pluviose par son manque d'encadrement et de suivi fut un véritable échec. Comme dit précédemment, que ce soit à La Réunion, à l'île Maurice ou aux Seychelles, les colons sur place avaient délibérément décidé de maintenir l'esclavage. En Guyane, l'abolition fut établie pendant quelques années, mais engendrera de nombreuses révoltes et, dès 1800, le futur gouverneur Victor Hugues méprisa totalement la loi de Pluviose. À Saint-Domingue, l'esclavage fut remplacé par le travail forcé du caporalisme agraire de Toussaint Louverture. Mais ce dernier avait tellement recruté d'anciens esclaves dans son armée que la production de la colonie censée être la plus riche de la région fut 4 fois moins élevée qu'auparavant. Ainsi, la loi de Pluviose était particulièrement controversée à l'époque. Si elle partait d'un grand idéal humaniste, elle se solva par un terrible échec de réalisme. Soit elle ne fut tout simplement pas appliquée, soit les colonies étaient en proie aux révoltes et à la faillite économique. De plus, les territoires se situant aux alentours des colonies françaises appartenaient tous à des puissances esclavagistes comme l'Espagne, l'Angleterre et les États-Unis, qui ne voyaient pas d'un bon œil les idées et mouvements abolitionnistes. Il fallut du temps avant que Bonaparte se positionne. Loin d'avoir pris une décision unilatérale, il fut fort conseillé sur le sujet, et si les sociétés pro-abolitionnistes existaient bien à l'époque, leurs idées étaient toutefois extrêmement minoritaires, et le désastre de la loi Pluviose finit de convaincre le tribunat, l'assemblée législative de l'époque, et le premier consul de promulguer la fameuse loi du 30 Floréal de l'an 10. Cette loi maintint dans un premier temps l'esclavage dans les colonies qui venaient d'être restituées à la France, principalement la Martinique, où celui-ci était toujours appliqué par les Anglais. Et si la loi ne stipulait pas directement la possibilité de rétablir l'esclavage là où il avait été aboli, les discussions préliminaires prévoyaient déjà le rétablissement de l'esclavage dans les autres colonies. Si l'esclavage était déjà rétabli officieusement en Guyane, la loi l'officialisera et elle le rétablira en Guadeloupe. La situation à Saint-Domingue sera quant à elle bien plus complexe. Leclerc, venant de vaincre Toussaint Louverture, essaye de rétablir péniblement le contrôle de la République sur le territoire. Mais les rumeurs du maintien de l'esclavage dans les colonies, rendues par les Anglais, effraient la population. Si le travail forcé instauré par l'ouverture ne changeait pas grand-chose aux conditions de ceux qui travaillaient dans les champs, les anciens esclaves devenus soldats dans son armée craignent, à raison, qu'on leur demande de rendre les armes pour retourner travailler avec les esclaves. La loi de Floréal mit le feu aux poudres, et les anciennes troupes de Toussaint Louverture, toujours armées, reprirent le combat contre les forces de Leclerc. À ce moment, c'est une véritable boucherie qui accourt à Saint-Domingue, dans ce qui devient une guerre d'indépendance.
Les deux camps ne font pas de quartier, et les deux parties s'adonnent à des massacres terribles. On retrouve ainsi des témoignages décrivant les horreurs perpétrées durant cette guerre, avec les mutilations génitales et autres faites aux prisonniers français, qu'ils soient hommes ou femmes, par les troupes domingoises. Ou de l'autre côté, les vagues de pendaisons et d'exécutions sommaires des prisonniers révolutionnaires, organisées par les armées françaises, non sans cruauté également. On a pour exemple l'exécution du général Maurepas, de l'armée rebelle, qui fut pendu avec son chapeau et ses épaulettes, cloué sur la tête et ses épaules. Ce n'était pas, comme certains le prétendent, une guerre opposant les Noirs aux Blancs. Il se trouvait également dans l'armée républicaine un grand nombre d'hommes noirs et métis, ces derniers étant en partie maltraités par les troupes révolutionnaires. Il ne faut pas longtemps avant que Leclerc ne soit totalement dépassé par les combats. En plus de la fureur extrême du conflit, son armée est décimée par la fièvre jaune, et le peu de renforts qu'il reçoit de la métropole ne suffit pas à prendre le dessus sur les indépendantistes. Le 22 octobre 1802, lui-même finit par décéder de cette maladie, après une longue agonie. Le général sera remplacé dans ses fonctions par Donatien de Rochambeau, qui, si cela était encore possible, monta d'un cran le degré de barbarie de ce conflit. Il fit venir de Cuba des dogues espagnols pour traquer les blessés après les batailles. Mais alors que ceux-ci ne faisaient pas véritablement la différence entre les soldats domingois et français, Rochambeau décida de s'en servir pour exécuter les prisonniers, en réimaginant des jeux du cirque morbides à la romaine. Les délires sadiques du général ne changeront pas le résultat de la guerre. Les armées françaises se retrouvent acculées, et le 18 novembre 1803, Rochambeau est obligé de se rendre au commandant de l'armée révolutionnaire, Jean-Jacques Dessalines. Si Rochambeau est autorisé à quitter Saint-Domingue, il se fera arrêter par la flotte anglaise qui stationnait au large. La guerre entre les Anglais et les Français ayant repris le 17 mai de la même année. Il reste un événement à aborder avant d'en venir enfin au fameux article du New York Times. Car si l'histoire de la colonisation française à Saint-Domingue s'achève avec la capitulation de Rochambeau, les horreurs perpétrées ne s'arrêtent malheureusement pas là. Avec la victoire des indépendantistes, c'est Jean-Jacques Dessalines qui assoit son contrôle sur l'ancienne colonie. Officier sous l'armée française, Dessalines participa à la révolte de Toussaint Louverture. Mais à la défaite de ce dernier, et au début de la guerre d'indépendance, il se battit aux côtés des troupes coloniales du général Leclerc. Ce choix n'avait pas été fait en fonction d'une quelconque morale, mais bien pour utiliser sa position dans l'armée française pour se débarrasser de ses principaux concurrents comme Charles Belair, qu'il livra au général Leclerc pour être exécuté. Il montrait également une certaine férocité à l'égard de l'armée rebelle qui lui valut le surnom de Boucher des Noirs. Une semaine après avoir livré Belair, Dessalines changea de bord pour prendre finalement le commandement des insurgés. À l'issue de la guerre, c'est lui qui accepta la reddition de Rochambeau. Si celui-ci fut épargné, il n'en sera pas de même des soldats blessés et malades restés sur place qui seront tous exécutés. Le 1er janvier 1804, l'indépendance de Saint-Domingue est proclamée, devenant ainsi Haïti, et Dessalines est proclamé gouverneur général à vie. C'est à ce moment que se décide le sort des familles des colons étant restées à Haïti. Dessalines veut se débarrasser une fois pour toutes de l'ère coloniale et c'est la solution la plus sanglante qui fut choisie. Dès février de la même année, le massacre généralisé des Blancs résidant sur l'île est déclenché. Dessalines va lui-même de ville en ville pour s'assurer que ses soldats, souvent récalcitrants, exécutent les ordres. Car ces ordres ne concernent pas uniquement les hommes. Si Dessalines avait dans un premier temps demandé qu'on épargne les femmes et les enfants, il revint très vite sur sa décision et tous furent massacrés, nourrissons compris. Les tueries se firent toutes à l'arme blanche pour ne pas alerter les villages suivants par les coups de feu. À la suite de 3 mois de carnage, il ne reste plus aucun Français en Haïti, si ce n'est quelques médecins ou autres métiers jugés utiles pour rebâtir la nouvelle nation. On estime aujourd'hui que cet événement a fait plus de 3 milliers de victimes. La situation ne sera pas non plus enviable pour les Haïtiens qui verront le retour du travail forcé instauré par Toussaint Louverture. Le 2 septembre, Dessalines se fit sacré empereur d'Haïti sous le nom de Jacques Ier, même si son règne ne sera qu'éphémère. Ça a été laborieux, mais on est ainsi revenu sur toute cette partie de l'histoire qui reste assez méconnue aujourd'hui. Maintenant, pour les accusations, en ce qui concerne l'esclavage, on l'a vu aussi, elles sont fondées. Napoléon a rétabli l'esclavage en 2 temps, d'abord avec la loi de Floréal qui le maintient dans les colonies où il n'avait pas été aboli, et ensuite par des ordres qu'il a transmis à ses généraux, en les envoyant dans les colonies libres d'esclavage pour le rétablir.
On l'a vu aussi, les raisons qui l'ont poussé à prendre cette décision ne sont pas d'ordre moral, mais purement politique, géopolitique et économique. Et si ça nous paraît aujourd'hui être révoltant, une fois encore, et on ne va pas cesser de le répéter durant toute cette vidéo, ne faisons pas d'anachronisme. Si l'esclavage est bien évidemment une atrocité qui a été aujourd'hui reconnue comme crime contre l'humanité, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Les partisans de l'abolition étaient ultra minoritaires. La loi de Floréal n'a fait réagir personne à ce moment en France, car il n'y avait pas la même considération vis-à-vis de ce problème. Et Napoléon et son gouvernement ne se soucieront pas plus de cette question par la suite. D'autant plus que tous les autres pays d'Europe et même d'une très grande partie du monde étaient esclavagistes. N'oublions pas qu'il fallut attendre 1838 pour que l'esclavage soit aboli en Angleterre, 1848 en France. Aux États-Unis, il sera aboli dans les années 1870, et la ségrégation raciale continuera jusqu'en 1964. Et il existe encore des pays aujourd'hui où l'esclavage, ou ce qui s'en rapproche, est toujours une réalité. On pense au Qatar et à son travail forcé, ou à la Libye, où l'anarchie due à la guerre a fait revenir cette pratique que l'on pensait disparue. De ce rétablissement de l'esclavage par Napoléon, on donne souvent la raison d'un certain racisme de Bonaparte avec comme unique argument celui du fameux général Dumas. Pour la petite histoire, cet homme qui était le père de l'écrivain Alexandre Dumas était un général français métis qui s'était illustré à plusieurs reprises durant les guerres révolutionnaires, et l'on raconte qu'à l'arrivée de Napoléon au pouvoir, il aurait été écarté à cause de sa couleur de peau et de présupposés racistes du nouveau premier consul. C'est amusant et triste à la fois, parce que ces personnes oublient totalement de dire que Bonaparte et Dumas étaient amis. Les deux hommes se sont rencontrés durant la campagne d'Italie, dans laquelle Dumas impressionna à plusieurs reprises le général Bonaparte par ses prouesses militaires. Ce dernier le nomma alors à la tête de la cavalerie de l'armée d'Orient durant sa campagne en Égypte. Les deux hommes s'entendaient tellement bien que le fils de Dumas racontera qu'il avait été convenu à ce moment que si le couple Dumas devait avoir un enfant, ce serait le couple Bonaparte qui en serait les parrains et marraines. En réalité, si le général Dumas était éloigné, c'est parce qu'il s'était opposé aux ambitions de Napoléon, qu'il suspectait déjà en Égypte d'avoir des vues sur le pouvoir. Il n'y a en réalité aujourd'hui aucune preuve tangible, aucun récit ou parole prononcée qui montrerait que Napoléon ait été raciste. Et même si demain un document de ce type était découvert, aucun historien n'en serait véritablement étonné. Car encore une fois, ce genre de mentalité et de pensée était dans l'air du temps. Maintenant, nous pouvons enfin en revenir à ce fameux article du New York Times. Cette tribune est signée par Marlène Eldo, et malgré nos recherches, nous n'avons pas trouvé son domaine d'études. Ce n'est mentionné nulle part. On sait qu'elle a fait ses études en français et en anglais, mais il y a de quoi douter qu'il s'agisse véritablement de la discipline apprise. Toujours est-il qu'elle est professeure en études des diasporas américaines et africaines à l'Université de Virginie. Et ça consiste en l'étude, la recherche, l'interprétation et la diffusion des connaissances concernant la politique, l'histoire et la culture afro-américaine, africaine et des Caraïbes. Bon, ici il semblerait qu'on soit plus dans la libre interprétation, en effet, car n'oublions pas que Marlendo a également mentionné un génocide perpétré par Napoléon, avec l'invention des chambres à gaz. En réalité, ces accusations sont reprises d'un livre de Claude Rib, qui est sorti en France en 2005, et qui est intitulé « Le crime de Napoléon ». Dans ce livre, l'auteur relate que pendant la guerre d'indépendance d'Haïti, Rochambeau aurait enfermé des prisonniers de guerre dans les cales d'un navire pour les enfumer. Si ce genre d'atrocité ressemble bien aux méthodes barbares qu'employait Rochambeau, quelques problèmes persistent. Tout d'abord, on n'a aucune trace de ces événements dans les archives d'époque. Alors que l'on est au courant de l'utilisation des dogues espagnols et des massacres commis durant la guerre, cet événement n'apparaît nulle part dans les rapports faits des événements à l'époque. Mais soyons prudents, les recherches sont aussi incomplètes, donc ce crime peut parfaitement exister. En réalité, le problème est plus de l'attribuer à Napoléon lui-même. Il faut bien comprendre que quand Napoléon envoie le général Leclerc à Saint-Domingue, il remet des ordres extrêmement précis quant à la procédure à suivre, et ce en plusieurs étapes. On ne retrouve cette consigne nulle part dans les ordres de Leclerc. Quand Rochambeau remplacera Leclerc à la tête des armées françaises, il se retrouve en pleine situation de guerre d'indépendance. Le nouveau général ne recevait pas de consigne directe de Napoléon à ce moment-là, car il fallait plusieurs mois aux messagers pour traverser l'Atlantique. De plus, le conflit ayant repris entre la France et l'Angleterre durant la guerre d'Haïti, les communications entre Saint-Domingue et Paris étaient rompues. Ainsi, il est impossible que Napoléon, qui se situait à plus de 7000 km du lieu du conflit, ait pu donner quelque consigne que ce soit à Rochambeau. Le livre de Claude Rib fut largement critiqué et déconstruit par les historiens, qui l'accusèrent de faire davantage du militantisme qu'un véritable travail historique.
Car en réalité, son objectif, comme celui de Marlendo, est très simple. Il s'agit d'assimiler Napoléon à Adolf Hitler, véritable génocidaire quant à lui, qui fondait sa politique sur son idéologie et sur sa haine des autres ethnies, alors que les décisions de Napoléon n'étaient mues que par le pragmatisme et les circonstances, et non par une quelconque idéologie mortifère. De plus, l'accusation de génocide est factuellement et moralement fausse pour décrire les agissements français durant la guerre d'indépendance d'Haïti. Le crime génocidaire a été défini clairement par les Nations Unies en 1948 comme un acte commis dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, pour seul motif que cette population appartienne à un de ces groupes ethniques ou autres. Or, aucun acte commis par aucun des camps durant la guerre ne se rapproche un tant soit peu de ce crime si particulier dans l'histoire. Car malgré le fait que les crimes de guerre et les infractions aux lois de la guerre aient été nombreuses durant les affrontements de Saint-Domingue, aucun n'a été perpétré dans la volonté d'exterminer une population, car elle appartiendrait à un groupe en tant que tel. À vrai dire, le seul crime perpétré dans cette optique a eu lieu après l'indépendance par Dessalines, avec le massacre des colons restés sur place, tués pour le seul motif d'appartenir à un groupe défini, et cela qu'importe qu'ils soient hommes, femmes ou enfants. Mais, à la différence de Marlendo, nous n'aurons pas le mauvais goût de comparer Dessalines à Hitler, séparés par des décennies, des mentalités et des objectifs bien différents. En plus de l'anachronisme évident, assimiler de près ou de loin Napoléon à Hitler relève davantage d'un jugement de valeur et d'une expression idéologique que d'un véritable travail scientifique et historique. Rien ne rapproche ces deux hommes, que ce soit dans leur intention, dans leur politique, ou dans l'héritage qu'ils ont laissé à leur pays, à leur peuple, et dans les mémoires. Cette comparaison à gratte est en réalité la meilleure façon de décrédibiliser et de condamner un homme, tout en faisant fi d'une quelconque honnêteté intellectuelle. Mais on se demande tout de même pourquoi certains veulent ainsi aller toujours plus loin dans l'horreur, pourquoi ils veulent manipuler l'histoire sans aucune mesure. Comme si le sang versé durant cette période funeste de l'histoire d'Haïti ne se suffisait-il pas à lui-même, et qu'il faille ainsi en rajouter encore plus, aller toujours plus loin dans l'exagération et la démesure. Est-ce pour vendre des livres, se faire de la publicité ou vendre son idéologie qu'il faut ainsi exagérer et aggraver l'histoire au détriment d'une vérité déjà assez terrible ainsi pour tout le monde? Ceci expliquerait peut-être pourquoi Marlendo dit écrire des fictions haïtiennes, mais c'est une chose d'avoir des hobbies et c'en est une autre de les confondre avec son métier. Enfin, pour terminer une bonne fois ce sujet, il faut préciser qu'à la suite des événements de Saint-Domingue, un rapport complet et détaillé des agissements de Rochambeau a été fait par le général Lacroix et remis à Napoléon en 1805. Suite à la lecture de ce rapport, Rochambeau, alors prisonnier des Anglais, fut désavoué publiquement par Napoléon, et ce dernier refusa de recevoir le père du général qui voulait plaider en faveur de son fils. Alors faut-il commémorer Napoléon alors qu'il a rétabli l'esclavage et qu'il a une responsabilité dans la guerre d'indépendance d'Haïti? Oui, bien évidemment. Commémorer ne veut pas dire célébrer ces événements-là en particulier. Il s'agit de se souvenir de tout ce qu'a fait Napoléon en général, de célébrer ses exploits et ses avancées, tout en commémorant ses erreurs ou ses fautes, mais sans jamais oublier que nos valeurs ne sont plus celles du XIXe siècle. Napoléon ne gouvernait pas avec les droits de l'homme comme nous le faisons aujourd'hui. C'était un pragmatique, gérant l'une des plus grandes puissances mondiales dans une période particulièrement difficile. Il n'y a aucune raison valable d'empêcher la France de commémorer Napoléon, comme il n'y a aucune raison d'empêcher Haïti de commémorer Dessalines, qui possède encore plusieurs statues de lui aujourd'hui et qui est honoré jusque dans l'hymne national qui porte son nom, alors que celui-ci a organisé des massacres ethniques et a ramené ses concitoyens sous les travaux forcés. Tout cela fait partie de l'histoire. On doit s'en souvenir. On doit faire sienne toute cette période sans la cacher sous le tapis ou la juger avec une vision anachronique. La commémoration est donc nécessaire pour se souvenir de ces événements, sans pour autant se châtier aujourd'hui des fautes commises dans le passé par les deux camps. Si vous désirez aller plus loin sur le sujet, on vous conseille l'excellent livre de Pierre Branda et Thierry Lentz, Napoléon, l'esclavage et les colonies, qui revient sur le rétablissement de l'esclavage et de la guerre d'indépendance haïtienne, ainsi que les ambitions politiques de Bonaparte pour les colonies. Il n'occulte aucun détail et fournit énormément de sources et de documentation. D'ailleurs, un tiers du livre n'est composé que de bibliographie et de documentation. Et si cette période d'histoire vous intéresse, on vous conseille Histoire d'Haïti de Thomas Madiou. Il s'agit d'un historien haïtien qui a écrit plusieurs tomes sur ce sujet en 1848. Malgré la date, ça reste parfaitement lisible et c'est disponible gratuitement en ligne.
Bon, il nous a fallu une demi-heure pour démonter une accusation sans fondement qui, elle, ne tient qu'en 3 lignes. Mais il est important de revenir sur ce qui est un des points de la légende noire de Napoléon, pour le recontextualiser, l'expliquer et le comprendre. Sur les 4 critiques faites à Napoléon, il nous en reste encore 3 à aborder, et c'est ce que nous allons faire dans la deuxième partie de cette émission Déboulonnage sur le Rudius.